Mais le cerveau n'analyse jamais le réel, il analyse ce qu'il croit comprendre du réel. Et c'est là que réside la faille. Parce qu'un feu en soi ne tue pas. Ce qui tue, c'est la manière dont on le lit, dont on le comprend, dont on agit ou on n'agit pas face à lui, et dans la façon dont on va se mettre en danger sans parfois même s'en apercevoir. C'est cela le cœur du facteur humain. Les équipiers n'ont pas perdu la vie parce qu'ils manquaient de compétences. Ces équipes-là, elles sont mortes tout simplement parce qu'elles manquaient d'une compréhension partagée du danger réel, malheureusement. Mais c'est exactement comme cela que se prépare une catastrophe. Le danger n'est jamais dans le bruit, il est dans le silence. Quand on parle de South Canyon, la plupart des gens retiennent la date, 6 juillet 1994. Mais pour comprendre ce qui s'est réellement passé, pour comprendre pourquoi 14 pompiers ont perdu la vie sur une colline du Colorado, il faut remonter en arrière, parfois plusieurs années, jusqu'à un contexte opérationnel, culturel et organisationnel qui, à bien des égards, portait déjà les germes de la catastrophe. Le feu de South Canyon, connu sous le nom de Storm King Mountain, n'est pas un feu immense. Ce n'est pas un monstre comme ceux que l'on voit aujourd'hui ravager des milliers d'hectares. C'est un feu discret, presque banal, qui commence par un simple impact de foudre sur un versant escarpé au-dessus de Glenwood Springs. Et pourtant, ce feu va devenir l'un des accidents les plus meurtriers de l'histoire récente des Wildland Firefighters américains. Un drame qui, à bien des égards, rappelle Mangulch, mais dans une époque où l'on croyait avoir appris. Et c'est là que réside la première vérité essentielle. L'expérience collective ne protège pas si elle n'est pas incarnée, enseignée et révisée en permanence. On a vu Mangulch dans une vidéo précédente, et là ça ressemble fortement à ce type de feu. Un feu qui démarre dans une zone d'accès difficile, un relief compliqué, des pentes abruptes, une végétation dense. C'est pas un feu prioritaire, il est classé comme low complexity. Les ressources engagées sont limitées, personne ne voit encore le problème, personne n'anticipe l'escalade. Et dans beaucoup de lectures postérieures, on retrouve cette idée troublante. South Canyon n'avait rien d'un feu qui devait devenir dangereux, jusqu'au moment où il l'est devenu. Et ce moment, ce point de bascule, ce n'est jamais un hasard. Ce n'est jamais soudain, ce n'est jamais un éclair sorti de nulle part. C'est toujours un alignement de petites décisions, de petites négligences, de petites erreurs d'interprétation qui finissent par former une mécanique implacable. Mais avant d'aller là, avant d'analyser les décisions humaines, les biais, les signaux faibles et le rôle du leadership dans la suite, il faut dresser le décor. Parce qu'un feu n'est jamais seulement un feu. C'est un environnement social, organisationnel, météorologique, psychologique même. C'est un ensemble de forces qui interagissent. Et à South Canyon, 3 forces étaient déjà présentes bien avant que les flammes ne deviennent visibles depuis la vallée. D'abord, il y a la météo. 1994 est une année sèche, chaude, imprévisible. La végétation accumule des charges de combustible exceptionnelles. Les pentes de Storm King Mountain sont truffées de zones où la moindre étincelle peut se transformer en couloir de chaleur. Ensuite, il y a la structure opérationnelle des Wildland Firefighters de l'époque. Des hotshots, des smoke jumpers, des modules de soutien, tous expérimentés, tous compétents, mais souvent dispersés dans des missions extrêmement variées. Ça rappelle curieusement Mangulch. Les doctrines existent, mais elles ne sont pas encore intégralement assimilées. On a de l'expérience, mais pas encore une maturité cognitive unifiée. Enfin, il y a la pression invisible qui pèse sur les équipes. Oui, invisible. Une pression culturelle, une pression de performance. Une pression liée au regard des autres équipes, à l'honneur, à la réputation. Une pression très classique dans les milieux opérationnels. On ne veut pas être ceux qui laissent un feu traîner. Même un feu qui, objectivement, n'est ni dangereux, ni stratégique, ni même prioritaire en fait. Et cette pression-là, elle ne figure dans aucun rapport, dans aucun manuel, dans aucun plan de communication officiel. Mais elle est réelle, elle est humaine et elle est puissante. Et c'est dans cet environnement que le feu de South Canyon commence sa vie. Dans cette ambiance où rien ne semble alarmant, mais où tout est potentiellement instable. Dans ce décor où l'on croit maîtriser, où l'on croit avoir vu pire, où l'on croit comprendre, alors qu'en réalité, on avance dans un système complexe dont beaucoup de signaux ne sont pas encore lisibles. Les premiers intervenants arrivent à pied, en terrain raide. Ils observent un feu lent, discret et peu menaçant. Juste un léger front de flamme qui progresse doucement. Rien qui évoque encore un drame. Et pourtant, déjà, le système commence à glisser. Le vent tourne de manière erratique, la végétation du bas de pente chauffe aussi énormément, les communications radio sont limitées et mauvaises, la perception de la menace varie surtout d'un pompier à l'autre, et certains pensent que le feu est maîtrisable, alors que d'autres pensent, eux, qu'il est imprévisible. Et c'est à partir de cette divergence de perception que l'histoire commence réellement. Parce qu'un feu n'explose jamais sans prévenir, ce sont les humains qui cessent de voir les signaux. À South Canyon, les signaux sont là, faibles, dispersés, difficiles à lire, mais présents.
Et c'est pour cela qu'il faut comprendre le contexte en profondeur. Parce que lorsqu'on étudie cette catastrophe, lorsqu'on se penche sur les dialogues, les décisions, les ressentis, les perceptions, les gestes, on découvre une vérité troublante. Ce drame n'est pas né du feu. Non, il est né de la difficulté à comprendre le feu. Nuance. Et ça, pour un chef, c'est une leçon capitale. Donc voilà où commence réellement South Canyon. Non pas avec les flammes, mais avec la présomption de normalité de ce feu. Et oui, la situation opérationnelle de South Canyon paraît simple, jusqu'à ce qu'on la regarde vraiment. C'est ce qui rend ce drame si difficile à appréhender. Chaque élément, pris séparément, semble anodin, presque banal. Mais l'ensemble forme une configuration hautement instable, une sorte d'équation silencieuse où la moindre variation peut tout faire basculer. Pour comprendre ce qui s'est réellement passé, il faut imaginer le versant de Storm King Mountain comme un espace piégé par sa propre topographie, on va le dire comme ça. Les pentes sont raides, étroites, formant des couloirs naturels où le vent peut accélérer très brutalement. La végétation est dense, le terrain est chaotique et surtout, il n'existe aucune ligne naturelle de repli. Une fois engagé là-dedans, tu n'es plus vraiment maître de tes axes d'évacuation. Et c'est là le problème. On l'a vu, le feu est initialement lent. Lent mais persistant. Il se nourrit de petits combustibles secs, invisibles à distance, qui lui permettent de progresser sans attirer l'attention. Et les premiers intervenants observent ce comportement et se disent que la situation est sous contrôle. Et c'est là un premier piège. Un feu lent n'est pas un feu faible, c'est souvent un feu qui prépare le terrain. Les équipes sur place ne sont pas nombreuses. On a d'abord un petit module, puis des renforts successifs, mais aucune de ces équipes n'a une vision complète du terrain. Chacun voit sa portion du versant. Chacun interprète ce qu'il voit à partir de son propre cadre d'expérience. Chacun pense que le feu est maîtrisable. C'est ce que Carl Weick appelait la perception fragmentée. Une équipe n'est jamais une équipe tant qu'elle ne partage pas la même histoire de ce qui se passe. Et là, à South Canyon, les histoires sont différentes. Dans le haut de la pente, certains voient un feu insignifiant. Dans le bas, les flammes semblent sommeiller. Dans le milieu, la progression paraît lente. Et personne ne perçoit encore la dynamique réelle. Le feu est en train de s'installer dans un système de montée en puissance, alimenté par la pente, les vents thermiques et les variations météorologiques. Mais ce n'est pas tout. La situation humaine se complexifie. Les hotshots arrivent. Puis d'autres équipes. Des smoke jumpers interviennent. Chacun a sa culture, ses habitudes, ses méthodes. Le commandement local doit organiser ses groupes. Mais dans un environnement où les communications sont limitées, où les distances sont grandes, voire même très grandes, où le terrain casse les transmissions radio. Ce n'est pas de la désorganisation, c'est pire. C'est une organisation partielle où les pièces ne s'emboîtent pas complètement. Tout fonctionne, mais jamais tout ensemble. Et c'est précisément ce type de configuration qui crée les catastrophes. Rien n'est assez mauvais pour alerter, mais rien n'est assez bon pour stabiliser. L'un des éléments les plus critiques de la situation, c'est la ligne de feu que les équipes commencent à creuser. Pour contenir le feu, elles ouvrent une ligne à mi-pente. Elles font donc la part du feu et c'est une technique standard. Mais dans ce cas, elles présentent un risque majeur. Elles placent les personnels entre le feu et la seule zone de repli possible. C'est une position défendable si le feu reste lent, si le vent reste stable, si la météo reste prévisible et si les communications restent fluides. Mais à South Canyon, aucune de ces conditions ne sera remplie. La météo se dégrade, les nuages d'orage commencent à charger l'atmosphère et les vents deviennent de plus en plus erratiques. On a même des poches de chaleur qui s'accumulent sous la canopée, créant de petites chaudières invisibles. Et tout cela, combiné avec la pente, prépare un phénomène explosif. Pourtant, sur le terrain, la sensation dominante est la routine. Rien n'indique aux yeux des équipes que la crise approche. Les flammes sont loin, le feu semble calme, les gestes techniques sont fluides, les conversations sont normales, les équipes travaillent. Mais c'est exactement comme cela que se prépare une catastrophe. Le danger n'est jamais dans le bruit, il est dans le silence. À cela s'ajoute un élément humain fondamental, la pression symbolique. Ça vous parle, ça? Eh oui, les équipes ne veulent pas abandonner la ligne, elles ne veulent pas redescendre, elles ne veulent pas laisser gagner le feu, elles ne veulent pas perdre la face devant les autres modules, devant les autres équipes. Chaque équipe veut la gloire. C'est l'un des biais les plus forts dans les métiers opérationnels. Quand on commence une ligne, on veut la finir. Et ça, tous les pompiers vont le comprendre. Cette pression invisible, culturelle, identitaire, influence énormément les décisions. Et elle le fait d'autant plus que le feu, pour l'instant, n'est pas impressionnant. On ne recule jamais devant un feu calme, on ne recule que devant un feu menaçant. Et là, rien ne semble menaçant. Mais le terrain ne ment pas, et la météo non plus. Les ingrédients sont en train de se mettre en place. Le vent se lève par rafales, de petites reprises sans gravité apparente montent la pente. Le feu semble s'animer, puis retomber, puis s'animer de nouveau. Ce sont des respirations qui, dans les feux de montagne, annoncent souvent un changement brutal de comportement. Et c'est exactement ce qui va se produire. Ce que les équipes ne voient pas encore, c'est que la colonne d'air chaud est en train de se structurer, que les couloirs de convection se renforcent,
que la végétation sèche de bas de pente va bientôt devenir un tapis roulant pour les flammes. La situation à cet instant est encore récupérable, mais elle est fragile, extrêmement fragile. Et c'est à ce moment-là qu'il aurait fallu reculer. Reprendre une position plus basse, rétablir une situation tactique plus favorable, renforcer la communication, réévaluer peut-être la météo et relire collectivement les signaux faibles, à condition de les percevoir. Mais quand le danger ne ressemble pas encore à du danger, personne ne fait ce travail. Donc voilà où en est la situation. Un feu lent, sur un terrain instable, avec des équipes compétentes mais fragmentées, dans un contexte où chacun pense voir clairement alors que personne n'a la vision d'ensemble. Si l'on veut comprendre pourquoi South Canyon est devenu un drame, il faut maintenant se détacher des flammes, du terrain, de la météo et regarder la seule variable qui détermine la manière dont une équipe interprète un feu. C'est l'être humain, tout simplement. Parce qu'un feu en soi ne tue pas. Ce qui tue, c'est la manière dont on le lit, dont on le comprend, dont on agit ou on n'agit pas face à lui, et dans la façon dont on va se mettre en danger sans parfois même s'en apercevoir. À South Canyon, le facteur humain n'est pas une faiblesse. Ce sont des professionnels. Des gens compétents, entraînés, engagés, habitués aux situations difficiles, évidemment, mais ce sont aussi des êtres humains, biologiquement limités, cognitivement imparfaits, émotionnellement influençables. Et dans cet environnement, ces limites vont devenir déterminantes. Le premier élément, c'est la perception sélective. Chaque pompier voit une portion différente du feu. Le terrain divise les perspectives, la pente masque les ondes brûlantes, les fumées légères cachent les variations du front, la distance crée l'illusion de maîtrise. Ce que chacun voit n'est qu'un fragment du tout, et chaque fragment est interprété différemment selon l'expérience personnelle de l'individu, son état de fatigue, ses attentes, ses habitudes et sa propre unité. Ce qui est frappant à South Canyon, c'est que personne n'a tort, mais personne n'a raison non plus, parce qu'aucune perception individuelle ne reflète la réalité globale. C'est ça la première grande leçon du facteur humain. Ce n'est pas ce que nous voyons qui crée la sécurité, c'est ce que nous comprenons ensemble. Et là, l'histoire commune n'existe pas. Pas du tout. Ensuite, vous l'aurez compris, il y a le biais de normalité. C'est un poison invisible. Il murmure à l'esprit. C'est comme d'habitude, rien d'inquiétant. On a déjà vu pire, on connaît. Et ce biais finalement est terrifiant, parce qu'il se manifeste précisément quand il ne devrait pas. Plus une situation paraît familière, plus le cerveau cesse de réévaluer. Or, à South Canyon, tout paraît familier. Un feu lent, une ligne en construction, un ciel qui se couvre, des équipes compétentes, ils savent faire. Rien ne pousse le cerveau à passer en mode analyse critique. Et pourtant, si l'on observe les images aériennes, si l'on étudie les bulletins météo, si l'on regarde la végétation, tout indique un changement imminent. Mais le cerveau n'analyse jamais le réel, il analyse ce qu'il croit comprendre du réel. Et c'est là que réside la faille. Le troisième mécanisme, c'est l'identité professionnelle, ce que certains chercheurs appellent la psychologie du rôle. Les hotshots, les smoke jumpers, les modules forestiers ont chacun une culture opérationnelle forte. On avance, on tient la ligne, on termine le travail, on ne bat pas en retraite sans raison sérieuse. Ça n'arrivera pas. On ne va pas flancher quand même. Alors oui, c'est admirable, mais dans certaines circonstances, vous l'aurez compris ça aussi, c'est particulièrement dangereux. Parce que l'identité est un moteur puissant. Elle pousse à agir même quand la prudence commanderait de réévaluer. À South Canyon, cette identité collective va renforcer la détermination et affaiblir la lucidité. La culture opérationnelle, c'est un bouclier. Mais un bouclier peut aussi devenir un masque. Puis il y a le biais d'engagement, l'un des plus étudiés en psychologie cognitive. On l'appelle aussi « on a déjà commencé, on continue ». Les équipes creusent une ligne depuis des heures. Elles veulent la finir, elles veulent réussir, elles veulent respecter la mission. Et dans l'esprit humain, une mission engagée est une mission à terminer. Même lorsque les conditions changent, même lorsque la menace augmente, même lorsque la ligne n'est plus tenable. C'est clairement une histoire d'ego. Abandonner une ligne pour un wildland firefighter, c'est pas une simple décision technique. C'est un renoncement symbolique. Et c'est dur. Le cerveau refuse les renoncements symboliques, surtout chez les pompiers. Il préfère croire que ça passe. Il préfère minimiser les signaux. Il préfère attendre que la situation justifie clairement la retraite, même si cette clarté survient parfois trop tard, malheureusement. Et ce biais sera déterminant. Mais le point le plus critique du facteur humain à South Canyon, c'est la dynamique de communication interne. À cause du relief, de la distance, de la fragmentation des équipes, certains signaux ne circulent pas. Et on est en 1994, on n'est pas encore à l'ère du numérique comme aujourd'hui, et pas de communication satellitaire comme maintenant non plus. Certains avertissements restent donc locaux. Certains doutes ne sont pas verbalisés. Certaines intuitions restent privées. Et lorsque la communication se fragilise, le sens commence à se désintégrer. Carl Weick le résume ainsi dans ses analyses. Quand une équipe cesse de construire du sens ensemble, elle cesse d'être une équipe. Ça a le mérite d'être clair. À South Canyon, les équipes n'ont jamais cessé de travailler, elles n'ont jamais cessé d'agir, elles n'ont jamais cessé de creuser, d'observer, de décider. Mais elles ont cessé, petit à petit, de construire une vision commune de la situation.
Et quand la vision commune disparaît, il ne reste que des actions dispersées, guidées par des modèles mentaux différents, parfois incompatibles. C'est cela le cœur du facteur humain. Les équipiers n'ont pas perdu la vie parce qu'ils manquaient de compétences. Ces équipes-là, elles sont mortes tout simplement parce qu'elles manquaient d'une compréhension partagée du danger réel, malheureusement. Enfin, il y a un élément dont on parle rarement, mais qui est essentiel. Le corps humain n'est pas conçu pour travailler dans un environnement où la menace n'est pas encore visible, mais déjà présente. La montée lente du stress, la chaleur diffuse, l'effort prolongé, l'air sec, la fatigue cognitive, la tension musculaire, l'hypervigilance silencieuse, tout cela fragilise la capacité du cerveau à détecter les ruptures. Et dans ce genre de terrain, la rupture est toujours brutale. Voilà le piège du facteur humain. Nous sommes très bons pour faire face à un danger visible, mais très mauvais pour un danger qui n'a pas encore pris forme. South Canyon est l'une des illustrations les plus cruelles de cette réalité. Nous avons donc maintenant posé les bases. On l'a dit, un feu trompeur, un terrain instable, des équipes compétentes mais fragmentées, un contexte où la cognition commence à se fissurer. Nous allons entrer maintenant dans le point de bascule, le moment où le feu change de nature, où la réalité se dérobe sous les pieds des équipes et où la prise de décision devient une course contre la biologie humaine elle-même. Il y a des moments dans toutes les catastrophes où le temps se contracte, un moment où ce qui semblait lent devient soudainement très rapide, où ce qui semblait maîtrisé devient chaotique, où les décisions humaines, jusque-là synchronisées ou à peu près avec la réalité, ne parviennent plus à suivre la vitesse du danger. South Canyon possède ce moment. Un point de bascule si brutal que, des années plus tard, les analystes eux-mêmes auront du mal à déterminer l'instant exact où tout a commencé. Parce que la bascule ne se produit jamais en un seul geste, en un seul temps, en un seul point. Elle se produit à travers des micro-événements qui, ensemble, déchirent la continuité. Pour comprendre cette rupture, il faut visualiser la colline comme un gigantesque canon thermique. La pente, la végétation sèche, le vent, la météo instable, les couloirs d'air ascendant, tout était en place pour qu'à un moment, le feu change d'ordre de grandeur. Pendant toute la matinée, le feu brûle à faible vitesse. Le front reste discret, les équipes travaillent, les discussions sont à peu près normales, le bruit ambiant est celui d'un feu contrôlable. Puis vers le début de l'après-midi, plusieurs phénomènes se combinent. Le ciel s'assombrit légèrement, annonçant des cellules orageuses éloignées en approche. La température augmente sur la pente exposée, la convection accélère verticalement, le vent commence à descendre et remonter par rafales contradictoires, et des combustibles fins et ultra secs commencent à s'aligner devant le feu. Alors ces phénomènes pris séparément ne surprennent personne, mais ensemble, ils créent ce que les spécialistes appelleront plus tard un système d'auto-alimentation. Le feu n'est plus un feu, c'est une machine, il va s'emballer. Les équipes, dispersées sur la ligne, ne voient pas toutes la même chose. Certains entendent un grondement sourd, d'autres remarquent une augmentation de la fumée, certains sentent la chaleur monter, d'autres encore perçoivent que le vent modifie les flammes du bas. Mais aucun de ces signaux n'est encore perçu comme une alerte sérieuse. C'est là le piège. La catastrophe annonce toujours sa venue, mais jamais avec le langage qu'on attend. Le feu commence à progresser plus vite, puis beaucoup plus vite, puis soudainement, de manière incontrôlable. Ce type d'emballement dans les feux de montagne est lié à la combinaison simultanée d'un front ascendant, d'un vent de convection et d'un alignement de combustible. Une sorte d'explosion horizontale qui transforme un feu lent en un mur de flammes. À South Canyon, ce phénomène survient en quelques minutes. Et là, le réel dépasse les modèles mentaux. Les hotshots comprennent que le feu a changé de comportement. Mais leur cerveau, entraîné à interpréter des feux normaux, n'arrive pas à estimer correctement sa vitesse réelle. Les smoke jumpers voient la montée du front, mais la géométrie du terrain les trompe. Certains pensent avoir le temps de redescendre la ligne, d'autres pensent pouvoir la contourner. Personne ne réalise encore que le feu est en train de monter à une vitesse qui dépasse la vitesse humaine de déplacement. Et ça aussi, ça vous fera penser au feu de Mangulch. C'est à cet instant que la biologie prend le contrôle. Le cerveau humain n'est pas conçu pour imaginer un feu qui court plus vite qu'un homme. C'est contre-intuitif, c'est presque inconcevable, et c'est pour cette raison que tant de sapeurs-pompiers ont été tués au fil des décennies. La vitesse du feu est physiquement possible et cognitivement inimaginable. À South Canyon, les flammes montent dans la pente, accélérées par un vent qui les pousse littéralement dans un couloir naturel. Ce couloir est une tranchée thermique, un entonnoir, un piège. Le feu se comporte comme un liquide en surchauffe. Il galope, il saute d'un combustible à l'autre, il crée ses propres courants d'air, il aspire l'oxygène depuis la vallée. Et finalement, il se dilate comme un gigantesque souffle. Les équipes, elles, doivent décider, mais elles décident avec des modèles obsolètes. Elles pensent encore en termes de distance, de vitesse normale du feu ou encore d'éventuelle évacuation. Mais la dynamique réelle n'a plus rien de normal. Et c'est à ce moment précis que l'on voit la collision tragique entre la vitesse du feu, et ça c'est de la physique, et la vitesse de compréhension humaine, et ça c'est de la biologie.
Le feu est à 40, 50, parfois 60 mètres à la minute. 1 mètre seconde. Un homme fatigué, en pente raide, escarpé, avec un sac de 25 kg, évolue de 25 à 30 mètres par minute peut-être. L'écart est mortel, c'est clair. Les équipes tentent de se replier. Certains dévalent le versant, d'autres tentent de contourner. Certains pensent pouvoir se mettre à l'abri dans une zone rocheuse. Certains pensent encore que le feu contournera la ligne. Mais le feu ne contourne rien. Il traverse, il explose, il bondit. Dans ce cas où une vérité terrible s'impose, ce n'est plus la décision consciente qui guide les gestes, c'est la survie. Le cerveau humain sous stress extrême active ses circuits primitifs. Vision tunnel, respiration rapide, accélération cardiaque, réduction de la capacité à analyser ou encore focalisation sur le mouvement. À ce moment-là, l'équipe n'est plus un collectif. Il n'y a plus d'équipe là. C'est une somme d'individus qui courent pour vivre, pour survivre. Et ce basculement, cette perte de la cohésion cognitive est l'un des éléments les plus douloureux de South Canyon. Parce qu'il signifie que lorsque l'alerte aurait dû être collective, elle ne peut plus l'être. Ce point de bascule est l'un des plus violents qu'on puisse étudier. Parce qu'il raconte quelque chose de simple et d'essentiel. Les humains n'ont pas perdu parce qu'ils ont mal agi. Ils ont perdu parce que le système dans lequel ils se trouvaient allait plus vite qu'eux, tout simplement. C'est cela South Canyon, un moment où le feu est devenu une machine, et où l'humain, lui, est resté être humain. Quand on analyse un drame comme South Canyon, il serait tentant de l'expliquer par des erreurs individuelles, là aussi. De dire, ils auraient dû, ils n'avaient qu'à faire ceci, qu'à faire cela, ils auraient pu faire comme ci ou comme ça, mais cette vision est fausse, là aussi. C'est injuste, et c'est scientifiquement incohérent. Ce type de catastrophe opérationnelle n'est pas le fruit d'une erreur humaine. Les humains ne sont que les derniers maillons visibles d'un système qui, bien avant eux, a accumulé les conditions qui rendent l'échec possible, parfois probable. La première défaillance systémique, c'est la fragmentation des responsabilités. Les équipes engagées sont multiples. Les hotshots, les smoke jumpers, on l'a vu, les modules forestiers locaux, des superviseurs régionaux même, et un commandement tactique qui est distant. Chacun possède son identité, sa culture, son référentiel, sa manière de lire le feu. Ce sont toutes des unités d'élite, mais elles ne forment pas un collectif unifié. Or, dans un environnement calme, cette diversité fonctionne. Mais dans un environnement instable, elle devient une faiblesse. Il n'y a pas de langage commun complet, pas de représentation mentale partagée, pas de synchronisation cognitive. Pourtant, c'est exactement ce que requiert la gestion d'un feu de montagne. Pas seulement des compétences individuelles, mais une architecture de sens partagé. La deuxième défaillance, c'est la communication technique. On l'a vu, la topographie bloque les transmissions radio. Les messages, du coup, passent mal. Certains segments de l'équipe n'entendent même pas les avertissements. Certains signaux ne remontent pas. Des observations critiques ne sont pas transmises au bon moment. Urgent, urgent, urgent! Le feu va plus vite que nous! On se fait encercler sur le flanc gauche! Envoyez du renfort tout de suite! Dans les rapports post-accident, on trouve plusieurs notes indiquant que les informations importantes sur la météo et sur l'activité du feu étaient connues, mais pas partagées avec la totalité des intervenants, malheureusement. Ce n'est pas de la négligence, c'est une contrainte technique, mais une contrainte technique qui n'a pas été compensée par des procédures rigoureuses de double verbalisation, de redondance, de synchronisation ou simplement d'adaptation du matériel. Une chaîne de communication n'a pas besoin d'être brisée pour être dangereuse, il suffit qu'elle soit incomplète. Répétez, vous êtes inaudible, sec. Les communications sont coupées par le relief, on va les perdre. Il faut détacher un hélico sur zone pour les repérer. La troisième défaillance systémique, c'est la doctrine appliquée mécaniquement, sans adaptation dynamique au terrain. Les manuels opérationnels prévoyaient la création d'une ligne de feu. C'est ce que les équipes entreprennent, mais dans un versant comme celui de Storm King Mountain, cette ligne devient un piège topographique. La doctrine dit « on tient la ligne », le terrain dit « la ligne sera bientôt intenable ». Et entre les deux, il n'existe pas de procédure claire pour décider collectivement d'un renoncement. Ce problème est bien connu aujourd'hui. Les doctrines, si elles ne sont pas contextualisées, deviennent des scripts cognitifs rigides. Elles rassurent, certes, elles donnent un cadre, mais elles masquent parfois la singularité d'une situation. Ce n'est pas la doctrine qui est fautive, c'est l'absence d'ajustement dynamique, en temps réel. La quatrième défaillance, c'est la pression organisationnelle invisible. Le feu n'était pas considéré comme prioritaire. Mais dans le monde des Wildland Firefighters, un feu laissé sans contrôle peut devenir une source de jugement, d'incompréhension, de comparaison. Les équipes veulent réussir. Elles veulent terminer leur mission, elles veulent rentrer en se disant « travail fait, travail bien fait en plus, on est des champions ». Cette pression n'est écrite dans aucun document, elle ne figure dans aucune procédure, mais elle agit, elle est là, et elle est sournoise. La culture opérationnelle est parfois plus puissante que la réglementation. Et dans les situations ambiguës, c'est la culture qui gagne. La cinquième défaillance, c'est l'absence d'un cadre de lecture commun de la météo. Les prévisionnistes avaient indiqué la possibilité de vents instables et de cellules orageuses sèches. Ces informations existaient,
mais elle n'était pas perçue comme critique par tous les modules. Certaines équipes ont interprété la météo comme un paramètre gênant, d'autres comme un signal mineur, d'autres ne l'ont tout simplement pas intégré dans leur modèle décisionnel. Et le résultat, c'est une désynchronisation anticipative. Tout le monde voit la même météo, mais personne ne lui attribue la même signification. Vous doutez bien que c'est gênant. Or, en gestion de crise, ce n'est pas la donnée qui importe, c'est l'interprétation partagée. Quelle vision commune est-ce qu'on a de la situation? La dernière défaillance, la plus profonde, est organisationnelle et culturelle. C'est l'absence d'une architecture cognitive capable d'intégrer le facteur humain comme une variable centrale. On évaluait le terrain, on évaluait le feu, on évaluait la météo, mais on n'évaluait pas la perception humaine, la fatigue, les biais, les limites biologiques. South Canyon a montré que la meilleure organisation du monde peut être prise de vitesse si elle ne tient pas compte de la manière dont l'humain fonctionne réellement dans l'incertitude. La catastrophe n'est pas née d'une faute, elle est née d'une culture qui survalorisait la technique et sous-évaluait la cognition. Et cette leçon aujourd'hui encore reste l'une des plus difficiles à intégrer, en France comme ailleurs. Nous avons maintenant toutes les pièces du puzzle, donc nous allons aborder les leçons opérationnelles, celles qui dépassent South Canyon maintenant, celles qui parlent de leadership, de commandement sous incertitude, de lucidité cognitive, de renoncement stratégique, de communication et de limites humaines. Il y a des événements qui deviennent des leçons, et il y en a d'autres, plus rares, qui deviennent des miroirs. South Canyon appartient à cette deuxième catégorie. Ce n'est pas seulement un drame, c'est un révélateur, parfois brutal, de ce que l'humain peut ou ne peut pas et doit absolument apprendre lorsqu'il affronte un environnement complexe, imprévisible et plus rapide que lui. Aujourd'hui, avec le recul, South Canyon n'est pas un rapport technique, c'est un manuel vivant, un livre de chair et de feu sur la réalité du commandement en environnement hostile. Voilà ce qu'il nous enseigne. La première leçon, c'est que le feu n'est jamais ce qu'il semble être. Le feu lent n'est pas rassurant. Un feu calme n'est pas stable. Un feu discret n'est pas un feu docile. La seule chose qu'un feu dit réellement, c'est ce qu'il fait, pas ce qu'on croit qu'il va faire. Le leadership dans ces conditions n'est pas une question d'autorité, c'est une question de lecture du réel, de capacité à dépasser ses propres illusions, de vigilance mentale permanente. Et South Canyon est l'un des exemples les plus puissants de ce phénomène. Une organisation compétente, structurée, expérimentée, qui a fabriqué sans le vouloir un environnement où la moindre variation pouvait devenir mortelle. Ce n'est pas une faute individuelle, c'est un système qui s'est fracturé silencieusement et que personne n'a vu venir. Un chef opérationnel n'est pas celui qui sait le plus, c'est celui qui, dans le doute, choisit de rester du côté de la prudence. C'est celui qui ose dire « on se réévalue, éventuellement on recule, on restructure », même quand tout le monde trouve cela excessif. La deuxième leçon, c'est que la cohésion cognitive vaut plus que la cohésion physique. À South Canyon, les équipes étaient physiquement proches, mais mentalement, elles ne partageaient pas la même histoire du feu. Une équipe peut être soudée, motivée, techniquement même excellente, et pourtant se tromper collectivement si elle ne construit pas la même représentation du danger. Et plus que jamais, les organisations doivent comprendre ceci. On n'agit bien que sur une compréhension partagée. Ce n'est pas un détail, c'est un impératif. La troisième leçon, c'est la valeur stratégique du renoncement. South Canyon nous rappelle que parfois, la meilleure décision tactique est de reculer, renoncer à une ligne, revenir sur ses pas, redescendre la pente. Mais le renoncement, dans les cultures opérationnelles fortes, c'est contre-intuitif, parce que ça heurte l'ego, ça contredit l'image que l'on se fait du métier, ça déstabilise la symbolique de performance. Et pourtant, c'est probablement l'un des attributs les plus élevés du leadership, renoncer quand les conditions ne sont plus tenables. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la maîtrise. La quatrième leçon, c'est que la vitesse est un ennemi cognitif. Dans les feux de montagne, les feux de forêt en montagne, la vitesse de propagation dépasse souvent la capacité humaine d'intégration. Le cerveau n'a pas été conçu pour imaginer un feu qui court. Il n'a pas été conçu pour recalculer instantanément la vitesse d'un phénomène ascendant de convection. South Canyon nous oblige à intégrer cette vérité. La cognition humaine n'est pas adaptée naturellement à la dynamique des feux extrêmes. Le commandement doit donc créer des outils, des modèles, des entraînements, des réflexes qui compensent ses limites biologiques. La lucidité n'est pas un talent, c'est un entraînement. La cinquième leçon, c'est le rôle fondamental de la communication redondante. Dans un terrain qui bloque la radio, dans un environnement bruyant, dans un contexte où les perceptions divergent, ce n'est pas la communication simple qui protège, c'est la communication répétée, reformulée, synchronisée et redondante. Les armées le savent, les équipes aériennes le savent, les unités d'intervention le savent. Mais dans les feux forestiers, historiquement, la communication a longtemps été vue comme un outil. Elle doit désormais être perçue comme une arme de survie. Enfin, la dernière leçon, la plus difficile, la plus authentique aussi, c'est que le facteur humain est à la fois notre force, mais aussi notre limite.
Les équipes de South Canyon n'ont pas échoué par manque de courage, elles n'ont pas échoué par manque de compétences non plus, elles n'ont pas échoué par manque de volonté. Elles ont échoué parce que l'humain, même très bien préparé, peut être pris de vitesse par un système plus rapide que lui. Et c'est cette humilité-là qui doit habiter chaque chef. L'humilité de savoir que notre vulnérabilité biologique fait partie de l'équation. Le leadership opérationnel, c'est ça. Pas la certitude, pas l'infaillibilité, pas la dureté. C'est la capacité à voir plus loin que ses propres modèles mentaux. C'est l'art d'insuffler de la lucidité dans un environnement qui pousse au déni. C'est le courage de dire ce qui est impopulaire. C'est aussi la compétence de ralentir le système quand le système accélère. C'est la responsabilité de protéger les autres de ce qu'ils ne peuvent pas encore voir. South Canyon est un drame. Il y a eu 14 morts. Mais c'est aussi un guide. Un guide pour celles et ceux qui commandent, qui décident, qui affrontent l'incertitude et qui portent sur leurs épaules la sécurité d'une équipe. Si cette série de podcasts vous éclaire, si elle vous permet de mieux comprendre les enjeux humains du commandement en situation extrême, alors je vous invite à continuer avec moi, ici sur ma chaîne Pharos ou sur Spotify. Abonnez-vous, partagez la vidéo et rejoignez-nous pour la prochaine étude de cas. Chaque histoire compte, vous le savez. Alors à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.